Bonjour et bienvenue dans Comme en passant, je suis Xavier et dans ce premier épisode, je voudrais vous parler du Bal de Sceaux qui est un texte de Balzac. Et après vous avoir parlé de ce texte, je vous parlerai un petit peu plus du podcast en lui-même, voire de moi-même, pour que vous sachiez un petit peu où vous avez mis les pieds. Mais je me suis dit qu'il valait mieux attaquer par le contenu, le vif du sujet, plutôt que de vous promettre monts et merveilles et vous décevoir après. Donc le bal de Sceaux, pourquoi déjà, quand même un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que je vais en dire? Je ne vais pas faire une analyse littéraire, je ne vais pas vous en parler pendant 3 heures, je ne vais pas vous donner des anecdotes autour de la rédaction du texte. Je vais plutôt livrer ce qu'on pourrait appeler une sorte de témoignage de lecture. Et en ça, déjà, je vous donne quelques petites indications sur ce que je veux faire du podcast. Donc, Honoré de Balzac, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu. C'est quand même sûrement un des écrivains les plus connus de la littérature mondiale. Et généralement, quand on pense au 19e siècle français, on pense quand même beaucoup à Balzac. Il est né à Tours le 20 mai 1799 et il est mort à Paris le 18 août 1850. Donc il est mort finalement assez jeune et pas en super santé, si vous voulez tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette petite indication que vous pouvez vous-même lire dans Wikipédia? Même si le bal de Sceaux ne se passe absolument pas en Touraine, il y a d'autres textes de Balzac connus qui se passent dans la région. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qu'on pourrait appeler un tourisme culturel, vous pouvez visiter le château de Saché, qui est en Touraine. Alors, je vous promets pas qu'il y ait une gare ou des bus ou un arrêt de métro non plus. Il faut y aller en voiture. Moi, j'y suis allé en voiture il y a fort longtemps. Le château de Saché, qui est en Touraine, qui est un lieu dans lequel Balzac est souvent venu rendre visite à un de ses potes. Donc il n'y a pas vécu, mais il y est passé. Et quant à Balzac à Paris, il y a une maison de Balzac, qui est un musée de la ville de Paris, donc en gros gratuit, mais fermé le lundi, qui peut vous faire payer, je crois, pas très cher quand il y a une exposition temporaire, qui n'a généralement rien à voir avec Balzac d'ailleurs. Le musée lui-même est sympa à visiter. Je ne connais plus exactement le nom de la rue, mais c'est dans le 16e, c'est pas trop loin du musée du vin, il me semble, et c'est pas trop loin de la maison de la radio. Il y a le métro Passy qui doit vraiment être pas loin non plus, également, je veux dire. Et on peut y voir le bureau de Balzac, la cafetière de Balzac, des portraits. Il y a même un Rodin, je crois, là-bas. On peut y acheter aussi tout bêtement des livres de poche de Balzac. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de sympathique? Oui, son bureau, sa canne, pommeau de sa canne, la cafetière, c'est ce qui m'a le plus marqué, je crois. Et deux, trois bricoles. Voilà, c'est pas un grand musée, mais c'est sympa. Ensuite, il y a une rue Balzac. Il y a une statue de Balzac d'ailleurs à côté de la rue Balzac. Il y a un arrêt Balzac de bus. Je me souviens plus de la ligne, mais c'est juste à côté des Champs-Élysées. Et il y a une reproduction. Il y a un Balzac, un monument à Balzac de Rodin, donc un bronze, qui se trouve au métro Vavin, si vous voulez, à Paris, juste à côté de la Rotonde, pour ceux qui connaissent. La Rotonde, c'est une brasserie parisienne. Donc c'est pas mon œuvre préférée, c'est pas ce que j'appelle un Balzac, au sens, on s'en fout que ce soit Balzac, en fait c'est plutôt un Rodin. Ça pourrait être Jean-Paul et pas Balzac, finalement ça changera rien. Mais bon, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On attaque un peu plus sur le texte qui a été publié la première fois en 1830
On estime que c'est donc le premier texte, enfin le texte le plus ancien de ce qu'on appelle la comédie humaine. Là encore, pourquoi on parle de la comédie humaine et pourquoi on dit que le bal de Sceaux fait partie de la comédie humaine, c'est notamment parce que le personnage d'Émilie de Fontaine qui se trouve dans le bal de Sceaux, qui a été inventé dans le bal de Sceaux, on le retrouve dans d'autres textes de Balzac. Personnellement, je considère que la comédie humaine n'est pas une saga, c'est pas un feuilleton, c'est pas ça qui est important, et de savoir que un personnage se retrouve dans plusieurs romans, j'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe. Ça n'est pas une série télé, ce n'est pas une licence, on n'est pas dans Star Wars, ni dans Le Seigneur des Anneaux, ni dans Game of Thrones. Euh, et d'autres personnages s'appellent Émilie de Fontaine dans d'autres romans. Bon là notamment, donc on parle du bal de Sceaux, on peut trouver Émilie de Fontaine dans le Père Goriot, dans Béatrix notamment. Il y a pas vraiment de cohérence scénaristique parce que Balzac bricolait pas mal quand même, faut dire ce qu'il y a. Et c'est normal parce que, je pense franchement qu'un écrivain et que Balzac devait s'en cogner éperdument de récupérer le personnage pour en faire vraiment une grande histoire avec une cohérence scénaristique, psychologique. Si vous avez déjà lu non pas Illusion perdue, pardon, vous savez que que vous allez retrouver certains personnages. Il y a même une suite plus ou moins à Illusion perdue, donc Splendeur et misère des courtisanes. Très franchement, on voit bien que d'un roman à l'autre, on passe à autre chose et que les personnages changent considérablement et que ça sert à rien de dire que c'est de nouveau le même personnage. D'ailleurs, je pense que c'est pas très intéressant. Un roman se suffit à lui-même. Il n'y a pas l'idée de feuilleton, de retrouver notre héros, etc. Bon, je vais pas rester trop longtemps sur ce point. On va tout de suite résumer un petit peu le texte et vous dire juste après pourquoi je considère que pourquoi j'en parle en fait, pourquoi j'en fais un podcast et donc par la suite je vous explique un petit peu pourquoi du comment de ce podcast. Donc dans ce roman on apprend qu'un homme qui s'appelle Monsieur de Fontaine, on a qu'à appeler comme ça, qui est un noble, alors un ancien noble même si il s'appelle toujours Monsieur de Fontaine, puisque je n'ai pas vérifié, mais on est, je crois, en 1820, quelque chose comme ça. En tout cas, on est au début du 19e siècle. Donc, vous imaginez, après la Révolution française, dans une famille noble, mais qui n'a plus les privilèges de la noblesse, et surtout, on a changé d'époque, et le père, donc le père de Fontaine, en gros, le sait bien. Il n'est pas décrit comme un idiot, loin s'en faut. Donc, il veut marier ses enfants, il a des enfants tout simplement, qu'il essaie de caser. Sauf qu'il ne peut plus, et il a bien compris ça, il ne peut plus les caser comme avant, selon les règles, on va dire, les usages de la noblesse. Non, là, les règles ont changé, les choses sont différentes, et ce qui est important, c'est l'argent. D'ailleurs, lui-même a besoin d'argent pour sa famille. Donc c'est pour ça, c'est la motivation première de ces mariages. Alors j'ai oublié, je n'ai pas le texte sous les yeux, parce qu'il me semble, soit je l'ai prêté, soit je l'ai enfoui dans un bordel sans nom. Mais je crois qu'il a bien 4 ou 5 enfants, des filles comme des garçons. Il case tout le monde, pour des raisons donc vraiment financières. Ce sont des mariages qui doivent être intéressants financièrement. Ces enfants doivent être capables après de bien vivre. C'est pas la question n'est même pas de la dot, je ne sais quoi. C'est vraiment que les enfants soient à l'abri financièrement. Donc le mariage, même si Monsieur de Fontaine est un noble, il n'est plus question de trouver des pairs de France, comme on dit, des nobles, mais de trouver plutôt des gros bourgeois, des commerçants, des gens qui ont de la thune, puisque après la Révolution française, des grands vainqueurs de la Révolution française, ce sont les bourgeois,
et le commerce est devenu important, plus important qu'il n'a jamais été, l'économie, enfin beaucoup de choses dans notre histoire d'ailleurs. Moi ça m'intéresserait d'ailleurs que quelqu'un ici vienne parler de ça, mais en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse, c'est la manière dont on se représente la Révolution française, euh, aujourd'hui, même encore, l'image qu'on en a, et ce que ça a vraiment été. Alors il y a des historiens qui s'y sont intéressés, et puis on peut s'intéresser un petit peu au sujet, enfin, ou alors toucher à ce sujet et trouver ça passionnant sans s'y intéresser de manière volontaire ou sans considérer que c'est la chose la plus importante de la Terre, mais moi par exemple, c'est un sujet auquel j'ai touché, on va dire, en m'intéressant à un texte, enfin, qui a aussi une étude, une série d'articles consacrés à un parricide qui est très célèbre, surtout pour la génération de nos parents, enfin des gens qui étaient en possession de leurs facultés intellectuelles dans les années 70. Un texte qui s'appelle Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, si je me suis pas trompé, qui nous apprend beaucoup de choses sur juste l'après-Révolution française. Alors pourquoi je parle de tout ça, c'est pour en revenir à notre Monsieur de Fontaine. Rien à voir avec les fables de La Fontaine, enfin en tout cas pas dans l'histoire. Donc il veut caser ses enfants et il y parvient parfaitement, sauf pour sa plus jeune fille, il me semble que c'est la plus jeune, qui a 22 ans, ça rigolait pas à l'époque, et qui s'appelle Émilie de Fontaine. Mais je dis ça rigole pas à l'époque, c'est une remarque un peu bête de ma part, puisque là ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà il y a un personnage féminin qui s'appelle Émilie de Fontaine, qui a 22 ans, et qui en gros dit merde à ses parents, c'est-à-dire que on lui trouve plein de maris, plein de prétendants, des gens qui ont du pognon, des bourgeois, alors j'ai pas retenu exactement combien il y en avait dans le roman, ni ce qu'ils faisaient, mais bon, en gros des mariages fort avantageux, parce que bon, Émilie de Fontaine est décrite comme une fille très jolie, très intelligente, et pourquoi elle dit merde à ses parents, à son père surtout? Bon déjà, vous remarquez qu'elle y arrive, elle dit non, elle ne se marie pas, c'est pas un personnage enfoui dans une espèce de cliché, de vision de la tradition, comme on peut avoir dans le cinéma américain parfois, ou même dans le cinéma français. Voilà, on est en 1820 approximativement. Euh, on parle de droits des femmes, etc. souvent. Bon là, même si on lui propose au départ des mariages, comme ça se faisait aussi à l'époque, hein, pas juste parce que c'est une fille, je vous rappelle que les autres fils et les garçons n'ont pas le choix, tout le monde se marie, parce que le père a dit qu'il fallait se marier avec un tel ou un tel. Et d'ailleurs, je dis non, pas le choix, si justement, et Émilie de Fontaine montre qu'un choix est possible. Les autres acceptent, et elle est la seule à dire non, je ne veux pas. Alors, originalité, pourquoi ne veut-elle pas se marier avec les garçons, les hommes qu'on lui propose? C'est surtout parce que ces hommes ne sont pas des pairs de France, n'appartiennent pas à la noblesse. Et elle a un nom, un titre, on pourrait dire un sang S-A-N-G. Elle en est fière, et elle veut un homme à la hauteur de son nom, tout autant que de son amoureux. Voilà. Donc, il y a il y a un piège dans ce texte, je trouve, qui serait de considérer qu'Émilie de Fontaine est une gourdasse, une blonde, une gamine de 22 ans capricieuse, qui veut jouer à la princesse, et qui ne veut que d'un prince charmant, donc un comte, le descendant de je ne sais qui, voilà. Ou qu'elle est facho, parce qu'elle ne veut pas épouser quelqu'un qui n'est pas noble. Alors que justement, c'est tout l'inverse, pour moi en tout cas. Elle ne veut pas se marier avec un gros bourgeois qui ne pense qu'à son fric. Elle veut se marier
avec quelqu'un qui a une noblesse. Alors, là, tout de suite, là-dedans, déjà, elle ne se soumet pas, alors que on pourrait croire que c'est une gourdasse, qu'elle est faible un peu d'esprit, parce que voilà, pourquoi elle se rebiffe, elle a qu'à se marier comme tout le monde. Elle a du cran, elle est bien plus intelligente que tous les maris qu'on essaie de lui fourguer, elle est plus intelligente que ses frères et sœurs, mais alors je vous en dis un peu plus sur l'histoire, et puis j'en viens après à ce qui, moi, je trouve passionnant là-dedans, c'est que, en fait, à force de rejeter les mariages qu'on lui propose, euh, elle finira par louper, euh, en gros, l'homme de sa vie, quoi, et à devoir se marier avec je vais pas dire un vieux croton parce que c'est idiot, mais avec un vieux comte ami de la famille qui s'appelle le comte de Cargarway. Quel amour elle a raté, c'est que elle rencontre. Alors Sceaux, dans les, il me semble que c'est en région parisienne, hein, c'est dans les Hauts-de-Seine. Euh, Elle rencontre un certain Maximilien de Longueville, dont elle ignore tout puisque le personnage, le garçon reste secret et ne dévoile pas, pour des raisons qu'on peut apprendre dans le roman, pour protéger sa famille en fait. Il ne dévoile pas que c'est un noble. Il raconte des bobards. Il ment à Nathalie, n'importe quoi. Il ment à Émilie de Fontaine euh, sur ses origines. Et du coup, bah, Émilie de Fontaine, le prenant pour un vulgaire, un non noble, le rejette, alors qu'elle a tout décelé chez lui d'un noble. Et elle verra, elle se rendra compte plus tard de son erreur, mais voilà, ce sera trop tard. Alors, là où je trouve que c'est... Bon, après, il y a une histoire qui perdure notamment dans Béatrix où elle se marie à quelqu'un d'autre, mais bon, peu importe. Là où je trouve que ce texte est plus qu'intéressant, enfin, m'a intéressé énormément, c'est que il touche à ce que Balzac semble penser, en tout cas de la noblesse, parce qu'il nous en parle en tout cas souvent comme ça. Balzac aime bien se moquer de la noblesse, et dans le comportement d'Émilie, il y a une sorte de côté grotesque, puisque, enfin en tout cas c'est très théâtral, on imagine très bien Émilie de Fontaine comme personnage de théâtre en train de faire tout un tas de scènes pour dire non, non, je ne veux que d'un noble. Balzac a écrit notamment une pièce de théâtre qui est géniale, qui s'appelle Le Faiseur, qui est d'ailleurs aussi à propos d'un mariage, mais c'est pas le même genre. Euh, Balzac aime bien se moquer de la noblesse, mais il fait pas que de se moquer de la noblesse, il se moque aussi des petites gens, il se moque, comme tout grand écrivain, de la bêtise. Il se moque de la noblesse, mais en même temps, en fait, il se moque de quelque chose dans la noblesse, parce que tout en se moquant de la noblesse, il vante ou semble glorifier une autre noblesse qui semble être propre à la noblesse. C'est toujours assez... C'est pas une contradiction, puisque les contradictions n'existent pas, mais ça peut paraître déroutant un petit peu quand on lit, parce qu'on se rend compte que les personnages nobles sont souvent des gens grands, voilà, ils ont plein de qualités, sont d'abord beaucoup plus cultivés que les autres, et en plus, ils ont une sorte de beauté d'âme, de noblesse. Et en même temps, on se dit, bah oui, mais il y a des personnages issus de la noblesse qui s'en prennent plein la poire, qui sont vraiment considérés comme des gens grotesques, méprisants. Donc on pourrait se dire, tiens,
qu'est-ce que Balzac pense finalement de la noblesse, si c'est pour tantôt dire que c'est génial et tantôt dire que c'est horrible. Eh bien, en fait, je trouve que... Alors, je sais pas si dans l'œuvre de Balzac, il y a d'autres textes comme ça qui en disent autant, mais Émilie de Fontaine, c'est le personnage qui exprime parfaitement ça. C'est-à-dire que d'un certain, d'une, enfin, dans un certain sens, elle a raison d'exiger de la noblesse, parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est la noblesse du cœur. Il y a quelque chose comme ça, elle veut une âme noble, un cœur noble, donc elle veut qu'un homme soit à la hauteur de son amour, elle veut quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Ça, ce sont beaucoup de choses qui appartiennent à la noblesse. Mais là où elle se trompe, c'est que je pense que Balzac nous dit ça. Hein. Là où elle se trompe, c'est que et déjà en ça, elle a raison beaucoup plus que le reste de sa famille ou le reste de la population qui ne se pose même pas ce genre de questions, qui ne voit même pas où est éventuellement le sujet. Hein. Donc elle est bien plus intelligente que les autres parce que déjà, elle est sensible à tout ça. Donc elle a raison de vouloir de la noblesse, mais elle se trompe. À un moment donné où elle se trompe, quand elle, elle, elle retombe dans le côté grotesque de la noblesse qui s'attache au titre. Elle a vu en Maximilien de Longueville toute la noblesse de cœur, elle en est amoureuse, elle sait que cet homme est à la hauteur de son amour, mais parce qu'elle est attachée au côté traditionnel, broutille, au titre, à ce que la noblesse a de purement administratif, finalement, administratif, elle, elle, elle rejette cet homme, et là, elle se trompe. Là, elle retombe dans la connerie de la noblesse, en tant que classe sociale. Alors que ce que je pense Balzac montre de beau dans la noblesse, c'est pas la classe sociale, c'est pas le rang, c'est pas les titres, c'est pas les fringues. Si dans Balzac et dans Proust, il y a beaucoup de choses sur les robes, les tissus, et ce genre de choses. Mais et du bon goût, enfin d'une espèce d'art de s'habiller, d'être noble, même dans ses fringues, et à quel point les nobles un peu couillons sont déjà couillons dans leur manière de s'habiller. Voilà. Bon, après, on est dans la littérature, hein, il y a aussi la création d'un personnage, un peu d'humour, comme une logique dans toute chose, mais je pense que, enfin, moi je partage cet avis même dans la vie de tous les jours. Et donc, en tout cas, cet aspect-là dont je viens de vous parler, c'est quelque chose qui me semble riche et, est très peu courant dans la littérature en tout cas. Et pourtant, le Baldosso, c'est juste un petit roman, voilà. C'est quelques pages, hein. C'est pas, enfin quelques pages, pas 2 ou 3 pages, mais je veux dire c'est un roman de moins de 100 pages, je pense. Donc c'est pas un grand roman, c'est pas Illusion perdue, c'est pas Le lit dans la vallée, c'est un texte très court. Je crois même avoir lu dans Wikipédia ou sur d'autres sites qu'on faisait l'erreur de dire que c'était une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle, c'est un roman. Euh, Autre dernier point, dans ce texte, dans le Baldosso, euh, il y a beaucoup, et c'est lié toujours au personnage d'Émilie de Fontaine, se soucie de cette histoire de noblesse, parce qu'elle considère qu'il faut être à la hauteur de 2 choses, de l'événement extérieur, qui est l'histoire, le changement de régime, etc., et de l'événement intérieur, qui est l'amour. Donc pour moi, c'est presque la définition peut-être qu'on peut donner à la noblesse à travers ce texte. Alors, la notion de noblesse, ça fait aussi écho à des choses qu'on lira chez Nietzsche plus tard. Peut-être que d'ailleurs ce serait le sujet dans notre podcast, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit précis, puisque j'en viens un petit peu
à l'objet de ce podcast comme en passant. Alors là, je suis tout seul, hein. C'est le premier épisode, donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je m'excuse pour tous les bafouillis, les à propos, etc. Mais j'aimerais bien plus tard, dès le deuxième épisode, je ne sais pas, mais je vais tout faire pour avoir un invité qui ferait la même chose qui se prêterait à cet exercice de présenter un texte de préférence, mais pourquoi pas autre chose. Donc ça pourrait être un livre, un poème, un paragraphe d'un livre, un passage, ou quelque chose dans un livre, un film, un dialogue, une pièce de théâtre, une chanson, une musique, un refrain, quelques paroles, un paysage, peut-être pas, un cheval, je ne sais pas. Voilà, l'idée c'est que ce serait de présenter quelque chose quand même qui nous a secoué, nous a vraiment forcé à penser, fait réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être un jeu vidéo, à condition voilà qu'il y a eu une exigence là-dedans. L'idée c'est pas de prendre un classique, parce que là j'ai pris Balzac parce que c'est vrai que c'est un auteur c'est un écrivain qui m'a fasciné, qui me fascine toujours et que je trouve très riche en enseignement, en sensibilité, voilà. Mais l'idée c'est pas de jouer les professeurs d'université, que je ne suis pas bien sûr, et de parodier un cours de français, de lettres sur Balzac. C'est pour ça que j'ai failli faire le premier épisode sur GTA 4 par exemple, dans lequel il y a beaucoup de choses à, à dire, selon moi hein, en tout cas. Voilà. Le but c'est que ça soit quelque chose de très personnel, c'est un peu plat de dire ça, mais quelqu'un qui aurait un texte, une œuvre, un ouvrage, un personnage, un auteur dont il voudrait parler pour une raison très forte pour lui. Parce que même si j'ai certainement quelques côtés geek, je ne suis pas spécialement sensible à ce qu'on appelle la pop culture. Je n'ai pas vraiment envie que moi ou quelqu'un d'autre vienne ici pour parler du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars. Ça n'a aucun intérêt, parce que tout ça c'est que du divertissement. Par contre, éventuellement, bon là je prends des exemples un peu trop lourds de la pop culture, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui serait passionné par quelque chose dans la science-fiction, l'intelligence artificielle, comment elle est traitée dans tel film, euh, le voyage dans le temps. Alors pourquoi pas parler de Retour vers le futur. Bon, il y a peut-être des choses à faire comme ça. Ou récemment, par exemple, dans un jeu tel que Soma, il est traité de téléportation. Enfin voilà, j'en dis pas plus pour pas vous dire trop de choses sur le scénario de ce jeu vidéo que vous pouvez acheter sur Steam. Euh, voilà, l'idée c'est donc de venir parler pas trop longtemps, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, en fait. L'idée, ce serait aussi du coup de parler de cette chose hein, qui vous aurait passionné, pour des raisons quand même un petit peu solides, hein. Et on pourrait du coup en discuter, avoir des questions, des remarques partagées, un échange au cas où, enfin, si l'œuvre est je sais pas, un film que j'aurais vu également. Voilà, voilà. Donc ça s'appelle Comme en passant aussi parce que moi j'ai comme vision derrière tout ça, c'est que ce soit plus de l'ordre de l'indice, de la manifestation, de quelque chose d'un peu sympa, d'un peu intéressant, d'un peu riche, et pas de tout le temps d'une démonstration. Donc ça c'est le petit plus qui sera vraiment un grand plus si j'y arrive.
Mais voilà, ça s'appelle Comme en passant parce qu'on en parle un petit peu. On peut même tourner autour du sujet. On aurait pu parler, au lieu de parler du bal de Sceaux, on pourrait parler que de la littérature finalement. On pourrait parler que de la Touraine, je ne sais pas, ou de la noblesse. Mais voilà, là ce que je voulais dire pour le bal de Sceaux, c'était cette histoire. Enfin, ce que je voulais insuffler, c'est cette histoire de noblesse qui me paraît être un truc intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a intéressé. Donc, je me dis, voilà, peut-être que vous, le bal de Sceaux, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Du coup, peut-être que cette façon d'en parler, ça pourrait vous intéresser. Si vous l'avez déjà lu, vous avez peut-être pas vu du tout ça comme ça, et du coup, ça pourrait faire écho. Bon, il arrivera forcément un cas ou deux de gens qui trouveront ce que j'ai dit complètement inutile ou faux. À la rigueur, je suis prêt à répondre à ces gens. Et pour ma part, quand je discute avec des amis, des gens même qui lisent beaucoup, hein, le texte du Bal de Sceaux n'est pas un texte particulièrement lu, même si je connais des profs de français qui l'ont fait étudier même au lycée. Mais c'est pas un texte qui revient dans la bouche en général quand on parle de Balzac. Or, c'est un texte vraiment génial. Et en plus, c'est un tout petit texte. Il y a des gens qui peut-être se disent qui aimeraient se remettre à la lecture, par exemple, ou lire du Balzac une fois dans leur vie, mais bon, ils comprennent pas pourquoi on fait tout un plat du Père Goriot, et eux, le Père Goriot, ça a pas tout de suite passionné quand ils ont lu ça, quand ils avaient 15 ans ou 16 ans. Bon, je ne sais pas. Tous les cas de figure existent. Mais je voulais parler de ce texte. Donc, l'idée, ce serait qu'il y ait un deuxième épisode de Comme en passant dans un mois, par exemple, avec ou pas un invité. D'ici là, je n'ai pas encore de site internet, mais vous pourrez me retrouver sur Twitter. Vous pourrez retrouver le podcast sur Twitter. Euh, alors, c'est arrobase comme en passant tout attaché. J'ai lancé la broutille sur Digipod. Donc, comme c'est le premier, j'espère que ça va bien se passer. Mais sinon, en gros, l'URL c'est digipod.com slash comme en passant, tout attaché. Et a priori, on devrait pouvoir se retrouver sur iTunes et compagnie. Comme ça, c'est le premier épisode, vous me pardonnerez, j'espère, les approximations. Dès le deuxième, j'aurai peut-être au moins un petit WordPress, quelque chose, pour pouvoir voilà, rendre les choses un petit peu plus carrées. Donc on va s'arrêter là. Je vais aller regarder sur Audacity comment me faire un petit générique de début. Il n'y aura pas de générique de fin, je sais pas. Ou alors je vais couper ça puis à la truelle et puis on verra bien. En tout cas, je vous remercie. À très bientôt.